Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là pour qu'on vive ce début de semaine ensemble, petite vidéo du lundi. La dernière avant un moment, avant plusieurs semaines, je vous explique pourquoi en fin de vidéo, c'est pas grave du tout, même c'est plutôt cool, mais je vous explique à la fin. En revanche, il y a une autre fin plus importante, et même si on s'apprête à vivre une belle semaine de Champions, il y a Arsenal-Paris demain, j'en ai fait une preview, un prono hier. Bon, ça a un peu bougé maintenant avec Dembélé qui s'est frité avec Luis Enrique, je pense du coup on en reparle demain matin avec les autres rencontres de cette semaine qui m'intéressent. Mais avant ça, voilà, comme j'avais fait la semaine dernière, c'était un format qui m'avait bien fait kiffer. Le récap du week-end sur la base de 5 questions. Les 5 questions qui ressortent de ce week-end de foot, et même un petit peu plus que le week-end, parce que la première question, elle est arrivée sur la table ce midi, et elle était absolument imprévue. Quel bilan en équipe de France pour Antoine Griezmann? Parce que c'est le choc. Apparemment, personne ne l'avait vu venir, pas non plus les coéquipiers de Grisou en bleu. Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Après un Euro 2024 qui était très très décevant, où il avait été baladé un peu partout sur le terrain, à plusieurs positions, ailier droit contre la Belgique, sur le banc contre l'Espagne, même pas titularisé, et c'était aussi le cas contre la Belgique, 11 petites minutes seulement pour le dernier match donc de sa carrière en bleu, au dernier rassemblement international. C'est la fin pour Grisou, et un Grisou qui avait plutôt bien démarré la saison. Il était à 3 buts, 4 passes D, toutes compétitions confondues, sur les 9 premiers matchs de championnat. On en avait parlé pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Son match contre Leipzig, buteur de cette magnifique frappe, reprise de volée du pied droit, passeur décisif pour Jiménez au bout du bout pour permettre aux Colchoneros de l'emporter. Donc oui, il a redémarré assez chaud, mais j'imagine que derrière cette décision, l'accumulation des matchs joue quand même. C'est vrai. C'est un Griezmann qui a de l'âge. 33 ans, il va fêter ses 34 cette saison en mars, et j'ai vu par exemple qu'en Liga ça a repris très fort avec 8 journées, ils sont chauds, déjà 8 journées, et par exemple il y avait eu une semaine, vous vous en souvenez, une semaine à 3 matchs, du 25 août au 31 août, par exemple sur le deuxième de ces 3 matchs contre l'Espagnol, il avait été ménagé par Simeone, 45 minutes seulement, entré en seconde période, et pareil par exemple le match contre le Rayo là, 22 septembre, 45 minutes aussi. J'imagine même qu'il aurait passé tout le match sur le banc si l'Atlético Madrid était en train de l'emporter. Donc, il y a cette idée de ménager son temps de jeu, de le garder un petit peu au frais. Et ces rassemblements internationaux, il y en a encore 2, hein, les gars, avant la fin de 2024, octobre, novembre, encore 2. Ouais, ça fait beaucoup de matchs pour un Grisou qui a beaucoup joué sur les dernières saisons. La réalité, c'est qu'il est très peu blessé. Hein. 2023-2024, il avait raté 4 matchs, mais sinon aucun match raté en 2022-2023 à cause de blessures en tout cas. Et dans l'ensemble, c'est même 23 parties sur toute sa carrière qu'il a raté à cause de choc. C'est un Ironman, mais du coup le corps a pris aussi un petit peu... Ouais, l'accumulation des matchs joue, et maintenant il y a un Grisou qu'on a vu par exemple à l'Euro 2024 en fin de saison qui prend le risque d'arriver un petit peu cramé. J'imagine que ça joue beaucoup. J'imagine que l'autre chose qui joue énormément, évidemment, pour Grisou, c'est la blessure morale, des relations un petit peu distendues avec le coach, un changement de statut à la dernière compétition, passer sur le banc, être un petit peu, comme on a dit, trimballé de gauche à droite, pas le brassard de capitaine, au moment où ça devenait clé avec la retraite de Lloris, plutôt donné à Mbappé, apparemment quelque chose qu'il a fait souffrir, il en a parlé. Si on doit dire un truc sur Grisou aussi, il a pas de langue de bois en interview ou quoi, il dit les choses, donc ça a joué aussi. Même s'il a un petit peu porté le brassard, hein, quand même 3 ou 4 fois sur les moments où Mbappé a raté des matchs, même à l'Euro mine de rien, avec l'histoire du nez après l'Autriche. Il l'a porté 3 fois, je crois, sur toute sa carrière internationale. Mais voilà, il n'était pas choisi, et j'imagine ça a joué. Aussi peut-être la fin d'une génération, la fin de la bande des potes, ceux de 2014, 2016, 2018, Varane, Lloris, Giroud, tous ont pris leur retraite internationale. Pogba aussi, qui est un proche de Griezmann, qui n'est pas prêt de retrouver les Bleus de sitôt. Donc ouais, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une ère, et il était un des derniers de cette grande époque. J'imagine que ça joue aussi. Mais voilà, c'est pas encore la retraite pour Grisou, mais c'est quand même la fin de quelque chose. Donc quel bilan est-ce qu'on doit tirer de son passage en bleu? C'est la première question, et si on doit apporter quelques petits éléments de réponse, bon, simplement, statistiquement, c'est le 3e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, à égalité avec Giroud, 137 sélections. Il a été pas loin de Lloris, 145. Il s'est arrêté alors que peut-être il aurait pu continuer et battre ce record-là, mais non, c'était pas pour lui. Thuram 2e avec 142 bien sûr. Qu'est-ce qu'on a aussi comme chiffre? Apparemment, il est
j'ai vu le joueur ayant disputé le plus de matchs en compétition majeure avec les Bleus, 36. Ça, c'est relativement important parce qu'il y a eu une inflation de matchs amicaux, de matchs de prépa sur les dernières décennies qui faussent un petit peu les classements. On a des joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup plus d'opportunités de jouer des matchs que les Henry, Zidane, Deschamps, etc. Platini par exemple, Copa, j'en parle même pas. Donc je suis pas un énorme fan de ces stats, mais quand même, l'impact de Grisou, il est là, 44 buts, c'est 4e de l'histoire des Bleus. Ah voilà, par exemple, il a joué quasiment 2 fois plus de matchs que Platini, 3 buts de plus, mais quasiment 2 fois plus de matchs que Platini, quand même. Ça situe un petit peu ça nous permet de nuancer un petit peu le tableau statistique, mais à la fin, 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas mal, il est aussi le meilleur passeur de l'histoire des Bleus à date, 30 passes décisives, une de plus que Mbappé. À une époque, on les comptait même pas. Mais voilà, ces stats individuelles, tout ça, c'est pas le truc que je retiens le plus de Grisou. La réalité, c'est que ce que je retiens, c'est à la fois sa qualité technique, magique, et son activité défensive, son sens du sacrifice. Ce combo-là, il était très spécial. Et Griezmann l'incarnait à la perfection. En ce sens, il était un joueur unique. Un des joueurs les plus précieux que j'ai jamais eu dans une des équipes que je supportais de ma vie, que j'ai jamais vu sur un terrain de football tout court. Un joueur presque parfait. Buteur, passeur, défenseur, leader. Qu'est-ce que tu demandes de plus que Prime Grisou sur un terrain de football dans ton équipe? Si on faisait une des grandes drafts du 21e siècle, pour moi, Prime Griezmann, c'est un des premiers joueurs à partir. Tellement il est utile. Il y en a beaucoup bien sûr. Mais il serait assez haut, parce qu'il est tellement clé, utile, précieux. Super joueur, et t'ajoutes à ça sa bonne humeur. Je pense qu'il a été un bon représentant et un bon bout en train, mais aussi locomotive de cette équipe de France qui change de visage, qui devient plus souriante, moins terne, moins triste, plus gaie, plus heureuse. Voilà, ça c'était le tournant que l'équipe de France a vécu à partir de 2014, et en grande partie grâce à Grisou. Didier Deschamps dit c'est un monument, et oui, c'est absolument un monument, mais aussi un joueur pivot, tournant, qui a changé le destin de cette équipe de France, et qui était adoré aussi par le grand public, qui n'avait pas sa langue dans sa poche en interview, qui disait les choses comme elles étaient, pas de langue de bois, je trouve, la plupart du temps de la part de Grisou. Et voilà, ce cocktail-là, la qualité sur le terrain, ce qui signifiait pour les Bleus en dehors, ouais, et bien sûr le palmarès, bien sûr un gars qui a remporté une des 2 étoiles de l'équipe de France, qui a été le meilleur buteur de l'Euro 2016, qui a été tellement fort à la Coupe du Monde 2022, c'était le MVP du tournoi avant la finale ratée. La finale est ratée, mais avant ça, c'était le joueur de la compétition, et tout le monde s'accordait à le dire. Vous pouvez retrouver les articles de l'époque, moi je me souviens parfaitement, il était tellement dingue. Bah voilà, ce Grisou-là, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il signifiait, il est dans le panthéon du foot français. Sa carrière en club est inférieure à celle de Zidane et Platini, je pense qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus, mais en équipe de France, pour moi, il s'assoit effectivement à cette table-là, il y est, avec Copa aussi si on fait le Big Four, mais pour moi le gros trio des Bleus, ouais, c'est celui-ci, et Grisou mérite d'y être sans aucune contestation possible. Un joueur que j'ai adoré, et pour lequel, pour moi, c'est difficile de choisir une version. J'ai vraiment adoré le Grisou 2022. Je pense que ça se sent si vous revoyez les vidéos de l'époque. J'étais vraiment marqué par un gars qui se mettait tellement au service du collectif, qui avait tellement été bien repensé dans ce rôle de 8, d'agression. Ouais, c'était vraiment... Je sais pas si c'est Prime Griezmann, mais en tout cas, c'est le second Prime que réussissent à vivre les grands joueurs en se reconvertissant, en adaptant leur jeu, mais avec tellement d'activité et de mentalité. C'était juste top joueur. Mais, quelque part... Peut-être que le plus important, c'est plus celui de 2016. Pas de titre au bout, mais une finale qui transforme la trajectoire de l'équipe de France, qui la fait basculer totalement. J'ai toujours dit, cette finale d'Euro 2016, elle fait mal au cœur, mais pour moi, c'est ça qui prépare 2018. C'est ça qui nous fait gagner la Coupe du Monde 2018 au bout. Et son tournoi 2016, voilà, comme on a dit, meilleur buteur de la compète, absolument décisif. Il nous fait passer un palier en éliminant avec un doublé les 2 buts dans ce match. Au Vélodrome, c'était tellement un gros match.
Les 2 buts au Vélodrome pour éliminer l'Allemagne, face à Neuer, l'Allemagne championne du monde en titre, qui nous avait éliminés en 2014. Et voilà, les 2 buts pour passer. Ça, c'est pour moi le tournant de l'équipe de France moderne. Et on gagne ce match grâce à lui. Donc bon, on verra la suite pour Antoine. Est-ce qu'il peut même revenir? On a déjà vu des joueurs sortir de leur retraite internationale. Et 2026, la Coupe du Monde aux États-Unis, elle semblait être pour lui. Et même il en parlait en interview. Donc je sais pas, est-ce que c'est possible? On voit parfois Deschamps rappeler des gars qui ont été un petit peu oubliés. Tout ça, je sais, peut-être c'est possible. Peut-être que c'est pas la fin totale. Il y a une partie de moi qui espère que dans 2 ans, il sera encore... Mais c'est vrai que 2 ans pour un Griezmann qui a bien tiré la langue à l'Euro 2024, 2 ans, c'est un Griezmann de 35 ans, qui je sais pas s'il peut durer aussi longtemps que ça non plus. Donc bon, on verra, mais quoi qu'il en soit, si ça devait être la fin aujourd'hui, bah je dirais merci Antoine, un des joueurs les plus marquants que j'ai eu la chance de voir jouer. Et voilà, c'est cette première question. On commence avec du lourd, un peu d'émotionnel, je trouve, pour moi. Mais on va enchaîner avec la suite. On va faire un petit tour par la Ligue 1, une équipe qui m'intéresse beaucoup. Et si on parle Ligue 1, j'ai une petite astuce sponsorisée pour vous. Les amis, comme vous le savez, j'en ai parlé au fur et à mesure des saisons. J'utilise personnellement NordVPN chaque saison, depuis longtemps. Ne serait-ce que pour la fonctionnalité de se protéger, masquer son adresse IP en se connectant sur un serveur virtuel, voilà, sur Internet. Ça, c'est toujours utile, mais je veux dire, c'est juste la base. Le truc que je kiffe le plus, c'est la possibilité de se connecter aux serveurs d'autres pays pour dépasser les restrictions de géolocalisation. En se connectant par exemple au serveur mexicain, j'ai accès désormais sur la chaîne YouTube Caliente TV, qui est une chaîne mexicaine. J'ai accès non seulement au résumé de Ligue 1 bien avant qu'il sorte chez nous. Par exemple, là, il y a le résumé du match, c'est hier soir, je m'enregistre samedi. C'est le match d'hier soir, par exemple, PSG-Rennes, un résumé de 11 minutes 20. Voilà, j'y vais, je me connecte. Il est là en entier, absolument toutes les images, le doublé de Barcola, etc. Mais aussi, sur cette chaîne Caliente TV, il y a aussi un onglet live. Et si je vais sur l'onglet live, par exemple, il y a le match qui arrive là, Strasbourg-Marseille, Monaco-Montpellier. Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont gratuits. En me connectant via NordVPN au Mexique, j'ai désormais accès. Et c'est pareil avec la Champions League. Il y a RTL Play par exemple, c'est pas les seuls, mais RTL Play en Belgique, qui offre des rencontres de Ligue des Champions si on est connecté en Belgique. Donc pareil, là pour l'instant j'ai pas accès parce que je suis au Mexique, mais si hop, je me connecte désormais en Belgique, c'est bon, je retourne sur RTL Play, j'actualise, maintenant c'est disponible. Voilà, ça c'est ce que permet NordVPN. Alors niveau tarif, c'est assez attractif. Avec le lien en description, si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts et ça revient à moins de 3 € par mois. 2,98 € par mois, c'est 83 € et quelques centimes pour 28 mois, plus de 2 ans. Ça c'est accessible avec le lien en description, nordvpn.com/willouvpn. La semaine dernière, on posait la question « Que joue l'OM ? Que joue l'Olympique de Marseille ?» Cette semaine, que joue l'AS Monaco? Ceux qui ont vu ma draft Ligue 1 qu'on a sorti l'autre jour avec Stan, savent que je kiffe bien Monaco cette saison. Je trouve que c'est très belle équipe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en principauté. Et ils ont profité donc ce week-end de la victoire de l'Olympique de la défaite de l'OM pour se détacher et être le solide dauphin du Paris Saint-Germain. Alors c'était pas une victoire écrasante contre Montpellier, mais une victoire mentale qui fait du bien aussi et qui montre quelque chose, qui peut bâtir quelque chose. C'était 2e but en 2 matchs pour Folarin Balogun. Ça va lui faire du bien aussi pour la confiance. Et à la fin, voilà, une victoire méritée, même si Dimitri Berthaud a sorti un gros match en face. Il était en forme, à la fin mérité, parce que Monaco termine avec 3,25 XG, 0,88 en face. Ils ont mérité de l'emporter 2-1, et c'est effectivement ce qui se produit à la fin, grâce à Lamine Camara, sa frappe enroulée, poteau rentrant, 2-1 pour l'ASM, qui en plus s'est offert le luxe de faire souffler par exemple un Takumi Minamino qui n'a pas joué. Donc c'était un 11 avec Zakaria Golovin, Akliouche Benseker. L'équipe en vrai elle est magnifique, même Zakaria. Très très gros captain, Mbolo, donc doublé de passes décisives pour lui, Balogun buteur. Singo, Salissou, la charnière Salissou. Des erreurs, et cet ASM est pas parfait. D'ailleurs, il va continuer d'y avoir des erreurs. C'est la 3e équipe la plus jeune de l'élite. Ce 11
moyen à 18h. Il est très très jeune, cet effectif, il est assez inexpérimenté. Mais ce que je vois, je trouve ça très très intéressant. Et alors, l'ASM a eu un début de saison plutôt favorable. Saint-Étienne, l'OL, Lens, Auxerre, Montpellier, Le Havre. Voilà. Prendre des points là et effectivement être à 5 victoires, 1 nul, 0 défaite sur les 6 premières journées de Ligue 1. Bon, je ne vais pas dire c'était attendu, mais vu l'opposition, ok. Mais quand même, dans l'eau, il y a eu cette victoire contre le Barça qu'on avait débriefé. Avec la Ligue des Champions, c'est sûr, ça va faire un effectif qui va être bien poussé dans ses retranchements. On verra contre le Dynamo Zagreb cette semaine. Mais je sais pas, les prochains matchs, Dynamo, Étoile Rouge, Bologne, Benfica, il y a moyen d'aller prendre 7, 8, 10 points peut-être sur ces affrontements et de se mettre dans une bonne position. Je pense que Monaco, en plus de faire cette saison intéressante en Ligue 1, peut aller chercher une place qualificative en Champions pour au moins la phase de play-off, le 16e de finale. Et moi, je vois cet AS Monaco jouer un match à élimination directe de Ligue des Champions, ce qui est quand même une perspective assez excitante pour un club qui est dauphin du Paris Saint-Germain et qui mérite de l'être en plus, si on regarde les chiffres avancés. Bah voilà, PSG là, avec 15,37 expected points, leader, mais Monaco est juste derrière, 14,42, et il y a un très très gros fossé entre la deuxième et la troisième place quand on regarde ce fameux classement corrigé. Monaco, voilà, en étant un petit peu plus tueur, aurait largement la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Et ils sont par contre, ils ont la meilleure production défensive de Ligue 1. Voilà, ils sous-performent leur XG de plus 3, mais ça fait que voilà, 14,42 expected points, 11,58 pour Lens qui est troisième. Ces chiffres avancés au bout de 6 journées veulent pas tout dire, mais montrent une équipe qui produit de belles choses et mérite d'être à la deuxième place donc de ce classement. 3 points de plus maintenant que Marseille, comme on l'a dit, et ouais, avec un goal average supérieur aussi. La suite, il y a des gros matchs. Pour l'instant, leur calendrier, comme on a dit, c'était un peu plus favorable, mais la suite, Rennes, Lille, Nice, ça c'est les 3 prochains matchs de Ligue 1. Et il y a aussi un enchaînement là en décembre-janvier où ils vont jouer Marseille, Arsenal, 2 déplacements en plus, à Marseille, à Londres, et réception du Paris Saint-Germain 5 janvier. C'est là qu'on va voir aussi ce que Monaco a dans le ventre, mais même sur les prochaines journées, là c'est de la grosse opposition. Rennes, Lille, Nice, cet enchaînement. Ouais, ça il va falloir être costaud avec en plus de la Champions entre les deux. J'aime bien l'effectif, je le trouve un peu moins vaste et fourni que celui de l'OM. C'est pour ça que je pense que je mettrai encore l'OM dans qu'est-ce que joue Monaco. Malgré la défaite de l'OM contre Strasbourg, je pense que je verrai encore l'OM légèrement favori pour être dauphin entre les deux si je devais choisir. Mais attention à Monaco, vraiment, j'en ai pas fait une vidéo de pré-saison, le Monaco à 18h, comment ça joue, etc., de 50 minutes comme j'ai fait pour d'autres clubs. Mais ils mériteraient, et avec leur rencontre de Champions, on va pas mal parler d'eux, parce que vraiment, je trouve que c'est une équipe intéressante, qui fait un super début de saison. Attention à ce qui se passe en principauté. Ma troisième question, après que joue l'ASM, et donc ma réponse, le podium pour sûr, peut-être un petit peu plus, et un match à élimination directe de Champions. Ma troisième question, c'est le Barça est-il assez équipé? Et ouais, c'était un peu le choc de ce week-end. Première défaite, le choc plus la surprise, pas tant l'affiche, mais première défaite en Liga pour le Barça, 4-2 à Osasuna, en ayant même été mené 4-1 à un moment, et en ayant vraiment souffert. Une grande rotation effectuée par Hansi Flick. On avait par exemple Lamine Yamal sur le banc au coup d'envoi, mais c'était aussi le cas par exemple de Rafinha, Inigo Martinez, 3 joueurs qui jusque-là avaient joué, je veux dire 99% des minutes possibles. Je crois Rafinha et Yamal avaient été sortis quelques minutes sur un seul des matchs en Liga, mais voilà, on va dire ils avaient tout joué depuis le début, et là les 3 étaient sur le banc au coup d'envoi. C'était l'idée de Flick, il faut faire tourner, il faut mettre de la rotation, sinon on va griller tout le monde. Et par exemple, sur ce 11 de départ là contre Osasuna, qui est-ce qu'on avait de titulaire? Dominguez, ouais, compliqué pour lui, ça a été un match très difficile pour Sergi Dominguez en défense centrale. Gérard Martin à gauche, Eric Garcia, Pablo Torre, mais qui eux ont pas mal joué récemment. Mais sur les côtés, Ferran Torres, Pau Victor et Iñaki Peña dans les buts, bien sûr, avec la blessure de Ter Stegen en attendant que Chesney arrive. Mais voilà, ça c'était le 11 barcelonais, et c'était même le plus jeune de l'histoire du Barça depuis 30 ans. Depuis 1995, la moyenne d'âge de ce 11 était effectivement très basse.
Et sur le terrain, ça a été assez compliqué. Moi, j'ai vu un Sergi Dominguez, comme j'ai dit, fautif à plusieurs reprises. Après, Brian Zaragoza a fait un super match. Pas notre joueur à suivre pour rien. Il a déposé ce centre magnifique sur la tête de Budimir. Mais voilà, Dominguez est un petit peu fautif là-dessus. Un petit peu court sur ce centre. Je l'ai vu aussi pris à revers là, sur cette passe à destination, encore une fois, de Zaragoza. Il a mystifié Inaki Peña, le petit ball roll là, comme ça, avant de finir. On aurait dit une des précédentes itérations de FIFA. Mais ouais, il était très chaud. Et oui, c'était effectivement Dominguez là. Et encore une fois, ici, en tant que défenseur central droit, qui est un petit peu fautif sur les deux. Cette action-là, c'est le 2-1 du Barça. Et ça vient de Gérard Martin. Bonne récupération haute, c'est sûr. J'avais mis ça pour dire aussi sur le 2-0, il y a un peu faute sur Pau Victor, je pense. Donc ça, c'est à signaler. Mais récupération haute de Gérard Martin, interception, ça donne lieu au but de Pau Victor avec une grosse erreur du gardien en face. Mais dans l'ensemble, ouais, défensivement, compliqué. Zaragoza qui a encore une fois fait la misère à Gérard Martin. C'est un peu dodgy, ça aurait pu donner penalty, je pense, il n'y a rien, mais intervention bizarre. Et en plus, derrière, la relance en plein sur un joueur d'Osasuna, en pleine surface. La défense était fébrile, l'alignement défensif, ça c'est l'action qui amène le 3-1 avec un penalty provoqué par ce tacle-là, qui le charcute. Et ouais, c'est encore une erreur pour l'arrière-garde catalane, mais cette ligne était dès le départ mal alignée. Donc ouais, compliqué. Lamine Yamal qui entre en cours de jeu et son ballon perdu là, à l'entrée de la surface donne un but à Osasuna. Il se rattrape avec une frappe lumineuse dont il a le secret. J'ai vu un Barça très dépendant de Lamine Yamal. Si on regarde les chiffres avancés, le total d'XG dans ce match pour le Barça, je pense que je l'ai ici, 0,83 seulement, avec 75% de possession. Il y a vraiment manqué un Lamine Yamal, il y a vraiment manqué de la créativité. Sur les offensives barcelonaises, une seule grande occasion générée. 2,23 XG pour Osasuna, qui dans l'ensemble a totalement mérité sa victoire. Et avant même l'entrée de Lamine Yamal, parce que ça c'est les chiffres à la fin du match, et Yamal il est entré un petit peu avant l'heure de jeu, à la mi-temps, avant que Yamal soit entré, le Barça était à 0,05 XG, le plus faible total de la Liga, l'histoire de la Liga depuis 3 ans, depuis Eibar en 2021. Donc ouais, là on est sur une autre stat, un autre record, et un triste record, ça s'est vu, avec Koundé qui était régulièrement très isolé sur son côté droit, ça passait pourtant beaucoup par lui, et il s'est plutôt bien débrouillé, il a fait ce qu'il pouvait, mais ouais, manque de qualité sur la largeur, un Yamal te manque et tout est dépeuplé, c'est vraiment vu au Barça, et c'est chaud de penser que cette équipe est à ce point-là dépendante d'un gamin de 17 ans, mais qui est, ouais, bien sûr, le meilleur joueur de l'équipe, et tellement précieux. Ouais, ça s'est vu sur ce match, comme le fait d'avoir fait tourner dans l'ensemble. Il y avait le problème de créativité, mais ouais, c'était compliqué pour ce Barça. Du coup, la question, est-ce qu'ils sont suffisamment équipés? Est-ce que l'effectif est suffisamment profond pour vraiment aller atteindre les objectifs? Peut-être remporter la Liga, retrouver le titre, après ce début de saison qui était tout feu tout flamme, 7 victoires en 7 matchs. Bah, ce qu'on va dire, c'est que l'effectif, il a l'air léger, en ayant fait autant tourner là. C'est sûr que c'est pas fou. Contre Retafe aussi, c'était pas fou. Il y avait la défaite contre Monaco. Mais ce que je vais dire, c'est que, perso, je pense pas que ce soit si grave que ça. Oui, le fait d'avoir fait tourner là et un résultat décevant, ça pose un petit peu un plafond sur ce Barça. On se rend compte, ok, peut-être qu'il peut pas monter si haut que ça non plus en l'état. Et un match sans Yamal, tu flippes déjà un petit peu. S'il se blesse, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, c'est un petit peu ce qu'on avait dit dans la vidéo quand on a fait cette preview du Barça de Flick 2024-2025, il y a à peu près un mois. Ce qu'on disait, c'est que c'était une saison pour la Masia. C'est une saison pour retrouver la santé financière, c'est une saison de transition / reconstruction. Et bah, du coup, il faut accepter que quand tu alignes le 11 le plus jeune depuis 30 ans, ouais, il va y avoir des résultats compliqués, ouais, ça va moins bien jouer, ouais, tes défenseurs vont faire des erreurs. Mais si t'es pas prêt à accepter ça, tu te trompes sur la direction, et pourtant je pense que c'est la bonne direction que le Barça est en train de prendre. D'abord se stabiliser financièrement en donnant du temps de jeu à tes jeunes pépites. Je crois que c'est une très bonne trajectoire à prendre, et du coup il faut accepter ces défaites qui font mal, mais il faut les voir pour ce qu'elles sont, et peut-être qu'elles sont, je voudrais pas dire inquiétantes, même si sur la saison actuelle, comme je dis, pour moi ça fixe, ça met un petit peu un plafond sur la progression de ce Barça, sur jusqu'où il peut aller, mais pas inquiétant parce que c'est cohérent par rapport à la direction que ce club doit prendre à court terme pour se mettre dans une meilleure position
à moyen long terme. Peut-être par contre pas donner 90 minutes à Ferran Torres la prochaine fois, parce que ça a été vraiment compliqué. Mais ouais, en attendant, le Barça est toujours leader. Chesney va arriver, sera sans doute mieux qu'Inaki Peña. Dani Olmo va revenir aussi, il est quand même absent, et il revient dans 2-3 semaines je pense. Frenkie de Jong, mon retour est pour bientôt, j'ai vu qu'il était dans le groupe là pour le match de Champions. Il y a aussi Gavi qui va revenir à un moment. Donc ouais, ce Barça a aussi, est-ce qu'il est suffisamment équipé? Bon, il a aussi des ressources derrière qui attendent et qui vont revenir, ou qui vont arriver. Peut-être aussi au mercato hivernal, il y aura un truc. Donc voilà, ne soyons pas pessimistes sur un club qu'on voyait très très intéressant sur un début de saison. Ils étaient sur 7 matchs, 7 victoires en Liga. Mais oui, bien sûr, un match où tu as fait autant tourner et où tu perds 4-2 en ayant mérité de perdre contre Osasuna, ça permet de nuancer un petit peu l'optimisme total du début de saison. C'était une rencontre très intéressante en ce sens. Quatrième question, Erik ten Hag peut-il survivre à ça? Parce que ouais, sale soirée du côté de Manchester, battu 3-0 par Tottenham. Le 3-0 il a piqué, le match qui termine sous la pluie, Old Trafford qui se vide, comme un symbole d'un club totalement à la dérive. Et statistiquement, moi j'ai envie de dire, United a eu des occasions, peut-être le 0 du 0-3, il est un peu sévère, mais à la fin ça finit quand même 0,96 XG à 4,59. Tottenham aurait pu en mettre 4 ou 5, ils ont eu 9 grosses occasions, 24 tirs à 11 à Old Trafford. Bien sûr, United s'est retrouvé à 10 contre 11 pendant quasiment une heure, ça aide pas, mais j'ai vu aussi des choses juste tactiquement. Sur le premier but, bien sûr, Mickey Van de Ven fait un rush incroyable, on a beaucoup parlé de ça, son centre magnifique, et ouais, il a totalement transpercé United, il a cette qualité-là, mais je vois aussi au départ de l'action une sortie de balle d'United qui est très très douloureuse. Il y a une première récupération dans le dernier tiers de Tottenham ici. Après, ils réussissent à s'en sortir finalement, mais le ballon de transition de Bruno Fernandes, il est un petit peu à contre-temps là pour Garnacho. Il est coupé, ça revient tant bien que mal dans les pieds de Rashford, mais il pousse trop loin et Mickey Van de Ven va surgir dessus. C'est très très mal joué toute cette action, la sortie de balle, l'attaque rapide de la moitié adverse, tout ça c'est très mal joué et c'est d'autant plus criant quand en face t'as Postecoglou qui est là depuis à peine plus d'un an. Et Tottenham, eux, ils réussissent ces sorties de balles. Avec, bien sûr, le carré à l'intérieur. Mais tu passes par le côté. Udogie, magnifique enchaînement. Derrière l'appui. Et tu peux aller exploser dans le grand espace. Ça, Tottenham l'a fait super bien. Et leur victoire est totalement méritée pour un club qui est, bon, n'a pas fait un début de saison parfait. Mais qui continue de montrer dans le jeu, qui font des choses très très intéressantes. Et quand en face, tu as une équipe qui a du mal à les transpercer, a du mal à attaquer leur ligne haute. Ils peuvent faire extrêmement mal. C'est donc la 3e défaite en 6 matchs pour United en Première Ligue. 2 petites victoires seulement, 5 petits buts marqués seulement. Ils sont 12e. Ils sont déjà dans le ventre mou. Et ouais, c'est, je crois, 7 points sur les 6 premières journées. Ça égale leur pire début de saison en Première Ligue ère moderne, depuis Moyes 2013-2014. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que cette stat avec Ten Hag, je la vois chaque saison. Début de saison dernière, c'était déjà ça. Donc, non, ça c'est aujourd'hui, mais il y avait déjà un article de septembre 2023, le pire départ pour les Red Devils depuis 34 ans, donc ça peut devenir encore pire, et ça va peut-être, il y a une expression en anglais qui dit « when it rains, it pours », quand il pleut, il pleut des cordes, ça pleut beaucoup, et à Old Trafford, la pluie battante a fait se vider le stade, et les prochains matchs qui arrivent pourraient continuer d'être extrêmement dangereux. Porto en déplacement, jeudi, gros match, Porto qui fait un bon début de saison. Villa ensuite, le week-end, en déplacement aussi à Birmingham. Après c'est Brentford qui est jamais facile à jouer, déplacement à Istanbul pour jouer le Fener, et déplacement à Londres pour jouer West Ham. 4 fois sur 5 United est en déplacement, des matchs pas faciles. Meinou s'est blessé, Bruno Fernandes exclu, donc il va rater le prochain match à minima. Bah ouais, ça met Erik ten Hag dans une position extrêmement compliquée. Est-ce qu'il peut survivre? Mon prono, non, pas très longtemps, mais on verra. 5e question enfin, qui va gagner la Bundesliga? Alors j'ai hésité parce que, bon, j'étais plutôt dans l'optique à la base de parler de l'ami Cole qui a quand même encore planté un quadruplé. Ça c'est un match que je regardais, j'en parlais un petit peu dans la vidéo d'hier, que je regardais en double écran. Ouais, il est très très chaud le gamin. Mais la semaine dernière, on a fait qui va gagner la Serie A, et on n'avait pas parlé de Bouli, c'est important.
parlons un petit peu du championnat allemand, avec une question simple, bateau, mais très très pertinente, parce que c'était le choc au sommet. Je l'ai regardé ce match samedi soir, Bayern-Leverkusen à l'Allianz Arena. Beaucoup moins kiffant que les Bayern-Leverkusen des dernières saisons, et beaucoup plus déséquilibré, alors pas forcément déséquilibré totalement, l'année dernière Leverkusen avait quand même mis une sacrée gifle 3-0 au retour, mais très déséquilibré pour un match nul. Ça finit un partout, mais le Bayern a eu genre 18 tirs à 3, c'est ça, 0,06 XG seulement pour Leverkusen, une frappe un petit peu miraculeuse d'Andrich, mais pas beaucoup de grosses occasions franches, apparemment. Moi je me souviens quand même de la double de Gnabry, le double poteau là, sur ce centre, magnifique centre de Kane au retour des vestiaires. Dans l'ensemble, j'ai trouvé le Bayern bien au-dessus. J'ai trouvé un Kane décevant. Aucun tir pour lui, 20 petits ballons touchés seulement. Davies, par contre, face à Frimpong, était top. Entre 2 tacles réussis, 2 dribbles passés, 2 interceptions, 4 tirs aussi, le record du match. Je trouvais un très très bon Alphonso Davies. Et aussi, j'ai vu sur les chiffres, 140 ballons touchés par Kimmich, par rapport au match à l'Allianz Arena saison dernière où il était titulaire aussi sous Tourelle, 80 seulement, quasiment 2 fois plus. Et juste un bon Bayern, pas spectaculaire non plus, mais Leverkusen vraiment 1 ou 2 tons en dessous. Donc ça me fait me poser la question, qui va être champion? Parce que le champion en titre, donc Leverkusen, a pas été franchement impressionnant. Ils ont déjà perdu un match aussi cette saison contre Leipzig, dans le Shabby Time en plus. Et je me pose d'autant plus cette question qu'en face, il y a des équipes comme Leipzig par exemple, qui l'a emporté 4-0 ce week-end avec un doublé de Šeško, ses 2 premiers buts de la saison, qui retrouve un petit peu de confiance. Il y a le Borussia Dortmund, alors ils ont été en souffrance contre Bochum, ils perdaient 2-0, ils sont revenus, ils l'ont emporté 4-2, doublé de Guirassy, qui a provoqué un penalty aussi. Mais il y a aussi Francfort, l'Eintracht, 4-2 contre Kiel ce week-end, avec un doublé d'Omar Marmouche et 2 passes décisives aussi, ce qui fait de lui pour l'instant le meilleur buteur du championnat, où est-ce qu'il est ici avec 6 buts, mais aussi 3 passes décisives, 9 contributions en 5 matchs. Marmouche est en feu, et l'Eintracht mérite d'être deuxième de Bundesliga pour l'instant. Ils ont un petit point de moins que le Bayern, mais pareil, aux expected points, ils sont vraiment juste derrière, et bien devant certains autres. Donc ouais, c'est une course intéressante en Bundesliga. Leverkusen m'a l'air moins chaud là sur le début. En plus maintenant il y a l'Europe, il y a des gros matchs. Il y a Milan par exemple cette semaine. Mais il y a une belle course pour donc 5 équipes qui se tiennent en pas beaucoup de points. Le Bayern est là à 13, l'Eintracht à 12, Leipzig 11 et Leverkusen et Dortmund 10 tous les deux. Donc ouais, peut-être une course intéressante. Pour l'instant je mettrai clairement mon argent sur le Bayern, que ce Bayern de compagnie, une équipe que j'aime bien et que je trouve vraiment au-dessus. Et je pense qu'il a montré ce week-end malgré le match nul, mais c'était quand même un moment intéressant en Bundesliga avec les gros qui l'emportent. Et peut-être une petite surprise avec cette Eintracht. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, ce récap, mes 5 questions. C'est la dernière fois qu'on fait une vidéo du lundi avant un petit moment parce que vendredi soir, je pars en Corée, 2 semaines, trop content. Comme j'avais fait l'année dernière avec le Japon, petit break pendant la trêve internationale, vous connaissez, trêve internationale d'octobre, pas le moment le plus important de la saison, et donc je me fais une petite 2 semaines de vacances. Cet été, j'avais fait juste une petite semaine après l'Euro, et j'étais revenu, c'était cool, début de saison, il y a plein de choses à raconter sur le mercato, et là je suis content de me faire ce petit kiff avec ma copine. Je vous montrerai des petites photos au retour, un petit trip report comme j'avais fait en rentrant du Japon. Mais voilà, donc lundi prochain, pas de vidéo, et pas de vidéo au programme sur ces 2 semaines. Je me concentre sur la semaine de Champions, là je pense qu'il y en a encore 4-5 qui arrivent avant la clôture de la semaine. Mais après, 2 petites semaines de break avant de finir l'année 2024, très fort. Merci d'avoir été là les potes, je vous souhaite une excellente semaine, un bon début de semaine. Et de toute manière, on se retrouve demain pour faire un peu la preview des matchs de Champions et pour analyser le soir à minuit Arsenal, Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous les potes et à demain. Bisous.